Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, Président Éric Challant-Belval. Merci Bonsoir, pour Stéphane. votre présence, comme toujours, nombreux. C'est toujours un temps fort de l'année sur notre territoire que ce rendez-vous de la plénière annuelle du MEDEF 35. Le parterre est prestigieux. Vous allez voir que les 3 temps qui ont été composés vont vous tenir en haleine et surtout vont vous donner beaucoup d'informations sur cette thématique, la désinformation, le nouveau piège des PME, PMI. Président Éric Challant-Belval, je ne peux pas commencer vraiment ces propos un peu introductifs sans vous féliciter. On va pouvoir vous applaudir. Vous avez été réélu pour un 2e mandat de 3 ans à l'unanimité. Bravo, Président. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir d'être réélu avec une équipe formidable parce que je ne suis pas tout seul. Et j'ai un bureau formidable. Vous allez en voir quelques-uns, dont Hugues Milly tout à l'heure. Mais un président tout seul, ça ne fait pas grand-chose. C'est les équipes qui sont au sein du MEDEF 35 qui nous accompagnent et puis les autres élus qui m'entourent. Et c'est grâce à ça, je pense qu'on a fait un boulot qui est plutôt apprécié et qui fait qu'on est reconduit sur les 3 ans à venir. Gros travail avec la parité. Ça a toujours été aussi un axe très fort de votre politique. Oui, c'est pas toujours facile. Enfin bon, je vous dis ça, on en parlera en off, mais oui, non, mais la parité, non, c'est formidable. C'est formidable, ça a complètement révolutionné le bureau. Je pense que plus personne n'est sur des postures masculines stupides et que tout le monde est sur des transparences et on se dit les choses et c'est ce qui nous a permis d'avancer. Donc oui, on continue à avoir la parité. Je crois qu'on a même un peu plus de femmes que d'hommes. Aujourd'hui, il faut qu'on se méfie parce qu'on dérive dans l'autre sens. Bon, parité à respecter. Le contexte politique ne fait pas rire aujourd'hui, Président? Non, c'est sûr, le contexte n'est pas très souriant. Alors j'étais bon élève, j'avais commencé à faire un discours habituel en se disant, voilà, on va parler de ce qu'on a fait sur ces 3 dernières années, ce qu'on allait faire dans les années qui viennent. Et puis je me suis dit que le contexte n'était pas celui-là et qu'il fallait qu'on se dise des choses, qu'on se dise qu'on en a assez, aujourd'hui, les chefs d'entreprise, hommes et femmes du territoire, des politiques qui n'écoutent pas. Je pense que c'est un moment où il faut leur dire les choses. On est dans une crise véritablement de la démocratie parlementaire. Quand on regarde un petit peu les chiffres aujourd'hui, le débat budgétaire, il est hors sol. Il est complètement déconnecté des réalités économiques. On l'a vu, les uns et les autres. Une dette de 112% du PIB. Le FMI qui nous dit, si vous ne faites rien, la France, je vous prévois en 2029 124% de dette. Une charge de la dette de 50,9 milliards. Ça équivaut, mon général, au budget de la défense en France. Et puis la France qui se refinance à un taux qu'elle n'a jamais connu, un taux supérieur, alors il y a quelques mois c'était supérieur à l'Espagne, puis ça a été supérieur au Portugal. On est tombé en dessous de la Grèce là très récemment. Pour tout vous dire, il ne reste que l'Italie qui est pire que nous. Donc je pense qu'il est vraiment temps qu'on se réveille, parce qu'on n'a pas connu la Troisième République, on n'a pas connu la Quatrième, mais on y va à grands pas, je crois. C'est-à-dire qu'on est dans une instabilité qui n'est pas juste politique, qui est devenue une instabilité pour nos entreprises, une instabilité économique. Et donc c'est ça que je voulais évoquer avec vous ce soir avec ce coup de gueule, on va le dire comme ça, cette instabilité gouvernementale, c'est cette polarisation des débats qui est très délétère, qui influence sur le climat des affaires. On a perdu la confiance, et vous savez ce que c'est que la confiance dans les affaires. La confiance, c'est ce qui va permettre à nos banquiers de nous prêter, ce qui va permettre à nos partenaires européens de travailler avec nous. Et puis c'est la confiance de nos investisseurs, évidemment, mais la confiance des ménages, parce que ménages et entreprises, on est dans le même bateau en réalité, parce que si les taux d'intérêt dérapent, si on ne peut plus emprunter comme on souhaite, un ménage ne voudra plus investir dans l'immobilier, c'est déjà une tendance un peu étrange en ce moment, mais nous, on n'investira plus non plus dans nos outils industriels. Je peux vous dire, pour parler avec des chefs d'entreprise quasi tous les jours, que beaucoup de projets industriels sont gelés aujourd'hui. Et qui dit qu'on gèle nos investissements, on gèle nos projets industriels, eh bien, c'est aussi l'emploi. Et on voit le frémissement aujourd'hui sur le chômage. Donc il y a beaucoup d'indicateurs. Le président du tribunal de commerce me dit plus 25% de procédures collectives. Donc les signaux, ils sont plus faibles. Ils sont en train de se renforcer. Alors désolé d'être un peu catastrophiste, mais c'est vraiment, je pense, le discours qu'on doit tenir à nos députés pour leur dire, est-ce qu'il n'est pas grand temps d'arrêter cette guerre des égos? Nous n'en avons rien à faire de qui sera
aujourd'hui celui ou celle en 2027 qui sera à la présidentielle. Il y a d'autres sujets à traiter en ce moment. Arrêtez cette guerre des égos, essayez de vous mettre autour de la table, parce que sinon c'est les entreprises et ses salariés qui vont trinquer. Donc la France, elle doit retrouver une boussole économique qu'elle a perdue. Je crois qu'on ne peut plus s'endetter, il faut se réformer. Alors vous êtes pourtant un homme optimiste, un président qui voit plutôt le verre à demi plein. Vous êtes quand même relativement positif pour cette année 2025 qui va s'ouvrir dans quelques jours? Alors évidemment, une fois qu'on a fait ce constat un peu dramatique, mais franchement, il fallait le faire, et il faut le faire, continuer à le faire auprès des parlementaires. Évidemment, la France, elle a plein d'atouts. Elle a plein d'atouts, et les chefs d'entreprise, c'est d'abord des gens qui ont de l'optimisme et qui savent se battre dans la tempête. Dieu sait qu'on l'a montré dans les dernières années avec toutes ces tempêtes que nous avons subies. Donc les atouts, eh bien, par exemple la transition énergétique, ça y est, on l'a entamée, on a compris. Alors sans doute parce qu'on a été bousculé par la géopolitique, qu'il fallait retrouver une certaine forme d'indépendance énergétique. Et on est sur ce chemin-là. Nos capacités d'adaptation, elles sont réelles. L'innovation, on le voit, l'année dernière, nous parlions de l'IA, les entreprises se sont emparées de ça. Le mode de management a beaucoup changé dans les entreprises. La RSE. Si je vous prends l'exemple de ce qui se passe sur ce territoire du MEDEF 35, on a mis en place un parcours RSE avec différents modules. On vous en a déjà parlé. Il est rempli. Tout le monde veut rentrer dans ces parcours RSE parce que les chefs d'entreprise, hommes et femmes, ont compris qu'on ne pourrait pas faire sans cette responsabilité sociétale et environnementale. Donc ça, c'est des signaux extrêmement positifs. Et puis un autre, j'étais avec Patrick Martin lundi soir, et on se disait, oui, la démocratie parlementaire, elle est moribonde. C'est un euphémisme. Mais la démocratie sociale, elle tient le pays. Et c'est quoi la démocratie sociale ? La démocratie sociale, c'est les syndicats de salariés, c'est les organisations patronales qui se sont mis autour de la table et qui, dans les derniers mois, ont réussi à signer 3 accords. Partage de la valeur, l'emploi des seniors et puis l'assurance chômage. Donc nous, on sait faire des compromis. Et je le disais encore il n'y a pas très longtemps dans la presse, si les parlementaires veulent qu'on les forme, on est à leur disposition, on le fera gratos. On peut les former, Nous, on sait faire. Donc il n'y a pas de raison qu'ils n'y arrivent pas, en réalité, à faire des compromis. Et c'est ça qui fait avancer le pays. Donc oui, ça c'est un soleil pour moi, c'est de se dire que quand tout va mal à côté, quand les politiques n'ont plus rien compris à la marche du monde, au moins, il y a des gens responsables, les syndicats de salariés et les syndicats patronaux, qui arrivent à faire avancer le pays et qui sont le socle, à mon avis. Donc ça, c'est démocratie sociale, c'est quelque chose d'essentiel aujourd'hui. En tout cas, grand merci, Président Éric Challant-Belval, d'avoir donné un peu le tempo de cette plénière 2024. Je vous demande d'accueillir Hugues Mély, qui, comme chaque année, œuvre énormément sur les thématiques. Bonsoir, mon cher Hugues. La désinformation après l'intelligence artificielle. Vous pouvez nous brosser un peu le portrait de ce qui nous attend ? Absolument, bonsoir à toutes et à tous. Après cette plénière fabuleuse sur l'intelligence artificielle il y a une année, il nous est apparu avec Éric, avec Xavier Mijaud, notre délégué général et toute son équipe, opportun de vous proposer cette thématique qui peut apparaître assez prospective parce qu'elle est relativement peu appréhendée encore par les chefs d'entreprise, en tout cas de loin pas dans toute sa force. Mais il faut savoir par exemple que le rapport du World Economic Forum en 2024 a placé cette thématique de la désinformation avant même les thématiques du climat, des conflits, des guerres, ou encore de la polarisation de nos sociétés. Donc c'est au plus haut niveau, si je puis dire, de l'organisation économique de notre planète qu'on reconnaît cette thématique comme importante. Alors on va parler ce soir de désinformation, on va parler de mésinformation, on va parler de façon plus large de gestion défensive ou au contraire très offensive de l'information. On reparlera probablement un peu de cyber, mais pas seulement de cyber, probablement aussi un peu d'intelligence artificielle, bien évidemment, au milieu de tout ça. Et donc, on va s'immerger à quelque part dans la relation entre les technologies de l'information, le pouvoir et la démocratie. Et pour ce faire, donc, il nous est apparu opportun d'avoir comme invité, comme grand témoin, une politologue connue et spécialisée dans le domaine de la technologie, de la géopolitique de la technologie. C'est Asma Mala, et je crois qu'on peut l'appeler sur scène, s'il m'appartient de le faire.
Eh bien, exactement, politologue spécialiste géopolitique de la tech, auteur de La Technopolitique qui est sorti en début d'année 2024 aux éditions du Seuil. Merci, on se retrouve à la fin, Eric et Hugues. À ce moment-là. Merci beaucoup Asma d'être parmi nous à l'occasion de cette plénière 2024 du MEDEF 35. C'est une thématique qui est vraiment fondamentale avant d'entrer et de vous écouter. La désinformation concerne un peu tout le monde, il faut le dire. Oui, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravie d'être parmi vous ce soir. Je suis quand même obligée de remercier pour ce superbe accueil et de vous voir si nombreux pour un sujet aussi critique, stratégique et important. Et à la question de est-ce que nous sommes tous concernés ? 1000 fois oui, bien sûr. Et la désinformation, telle qu'elle a été prise dans le débat public ces 2 dernières années, et en fait depuis la guerre d'Ukraine, en réalité, c'est à partir de ce moment-là qu'on a entré ou fait entrer dans le débat public, c'est-à-dire dans la vulgate, en fait, ces enjeux-là. On les a très vite, et j'y reviendrai dans la réponse, mais on les a très vite embrassés simplement sous le prisme ou par l'angle militaire. Ce qu'on appelle les luttes informationnelles et d'influence dans la doctrine militaire en tant que telle. Donc en fait, ce que autrefois d'ailleurs on appelait la propagande. Et toutes les opérations de déstabilisation en fait qui ont été organisées ces 2-3 dernières années ont été donc publicisées à l'aune de ces nouveaux conflits, des nouveaux conflits du siècle. C'est ce qu'on appelle les conflictualités cyber-hybrides, les nouvelles conflictualités, celles qui se jouent dans le cyberespace. Mais, et c'est là où il y a quelque chose d'absolument inédit et qui va vous concerner immédiatement et à plus d'un titre, et c'est ce que moi je porte comme thèse et c'est ce que j'essaye, si vous voulez, de faire infuser dans le débat en France. Et c'est en train de sédimenter, je crois, et je l'espère. C'est ce que ce qu'on appelle, plus exactement, pas que moi d'ailleurs, heureusement, mais ce qu'on appelle la dualité de la technologie. Les technologies qu'on a actuellement à disposition, qui sont en fait, non pas l'alpha et l'oméga, attention madame, mais non, parce que non, mais j'ai eu peur pour elle, mais qui ne sont pas l'alpha et l'oméga, mais de la guerre, mais qui en sont le carburant, qui alimente, qui ne crée pas quelque chose de nouveau fondamentalement, mais qui l'amplifie, qui le massifie, qui l'industrialise. Et face à ce changement d'échelle-là, il y a plusieurs choses. La première, c'est une question. Et après, je reviens sur la question de la dualité. La question est la suivante. C'était un géographe français qui s'appelait Olivier Dollfus, qui en parlait sur une toute autre question, mais qui en fait est extrêmement pertinent. Et il disait ça en 1970-11. Il disait, réfléchissez bien à cette question, est-ce qu'un changement d'échelle d'un problème donné enseigne en réalité le changement de nature ? Est-ce que quand on change d'échelle, on change la nature du problème posé ? C'est très complexe. Et j'ai presque envie de vous dire c'est oui et non à la fois, parce que c'est plein de nuances et plein de complexité. Est-ce que les intelligences artificielles, au pluriel, dont les IA génératives, est-ce que les réseaux sociaux, est-ce que le cyberespace en général, qui est le 5e domaine de la conflictualité après terre, air, mer, espace, est-ce que ces nouvelles technologies, que je n'appelle surtout pas numériques ou digitales, je ne sais quoi, ce sont les technologies de l'hypervitesse, parce que l'enjeu derrière, c'est la vitesse. Le premier qui attaque, le premier qui dégaine, le premier qui capte la data, a priori gagné. Et donc ça rebalance les cartes de l'offensif et du défensif. Ça rebalance aussi les cartes, ou ça redistribue les cartes des pouvoirs et des moyens. Parce qu'aujourd'hui, pour faire un deepfake sur le dark web, je ne sais pas si vous avez vu cette étude, et je promets que je n'oublie pas mon point sur la dualité, mais sur le dark web, un deepfake, vous savez, donc ce sont ces vidéos que vous créez à partir de zéro, en fait, et qui peuvent faire dire ou faire n'importe quoi à n'importe qui sont donc truquées.
C'est entre 300 et 20 000 $ la minute, assez sophistiqué. 300 $ pour un cybercriminel, 300 ou même 20 000 $ pour une entreprise adverse, 300 ou 20 000 $ pour un État, c'est rien du tout. Et donc cet abaissement du coût, doublé à un abaissement des compétences techniques, parce que sur ChatGPT ou sur peu importe quel autre outil, aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de coder. Le prompt est très simple d'accès. Donc vous avez massification, industrialisation par ces outils-là sur de nouveaux espaces qui permettent donc de détruire, d'insuffler la dissension, le chaos, le doute, le dénigrement, la diffamation. Et c'est ça, en fait, qu'il faut avoir en tête comme premier enjeu. Et ensuite, quand vous posiez, Stéphane, la question de nous sommes tous concernés, oui, et vous l'êtes avant même d'être concerné comme chef d'entreprise, vous êtes d'abord concerné comme citoyen. Parce que, et j'y reviens et je reboucle sur mon point, la technologie, celle dont je parle, c'est pour ça que j'ouvrais cet aparté, c'est-à-dire la technologie de l'hypervitesse, donc les IA génératives, les réseaux sociaux, et en fait toutes les couches du cyberespace, sont des technologies dites duales, c'est-à-dire qu'elles sont à la fois, et by design, civiles et militaires. Un réseau social, c'est quoi? C'est un outil d'information, c'est un outil pour prendre des nouvelles de son entourage, de ses amis, c'est même un outil d'ailleurs pour draguer ou pour trouver des garçons et des filles, c'est un outil pour faire tout un tas de choses ludiques, confortables, civiles, et en même temps, c'est un espace de guerre et de conflit entre nations, entre groupes, mais aussi pour prendre une cible et, si vous voulez, en détruire la réputation potentiellement. Donc c'est une militarisation d'espace qui était jusque-là réputée civile. L'intelligence artificielle, de la même manière, présente exactement cette même dualité. Et Starlink, vous savez, les satellites en orbite basse de Elon Musk, ou les câbles, et peu importe, et ainsi de suite. Et demain, le métaverse, etc. Les IA génératives, de la même façon, sont duales. Un chat GPT est très intéressant pour aller prompter la recette tatin, faire la synthèse du rapport du FMI, faire un extract ou un super résumé du bouquin de je ne sais pas qui, de la note de je ne sais pas quoi, et ça vous fait gagner un temps infini, et puis c'est la promesse. C'est en fait plus d'efficacité, de productivité, du confort. Attention, parce qu'en même temps, c'est un outil militaire. Ça permet de créer de la désinformation, d'amplifier de la désinformation. Ce ne sont pas du tout des outils fiables parce qu'en fait, ils dépendent de la data qui était préexistante. Donc tout ce qui circule, tout ce qui transite sur les moteurs de recherche, sur les réseaux sociaux, dans les papiers divers et variés de recherche, etc. Donc vous n'avez à aucun moment, quelque part, quelque chose qui va pouvoir attester de la fiabilité d'une information. Elle peut vous paraître très juste. Elle peut l'être d'ailleurs parfois. Mais attention à ce que ça véhicule derrière. Il y a des arbitrages, il y a des filtres ou pas. Et puis enfin, c'est des outils militaires en tant que tels parce qu'ils sont utilisés sur les champs de guerre actuels pour une raison très simple, c'est que, je le disais, ce sont d'abord des guerres de la vitesse. C'est de cette première guerre-là dont on parle aujourd'hui. Et guerre de la vitesse, pourquoi? Parce que sur les champs de bataille, pourquoi ChatGPT peut être très intéressant ou n'importe quelle autre IA générative un peu performante, type celle de Palantir, par exemple, qui est une autre entreprise américaine très célèbre pour ceux qui sont un tout petit peu appétents à la technologie de la Silicon Valley. Parce qu'en fait, quand vous êtes sur un champ de bataille, ce qu'on a fait, ce qu'on est en train de faire, ce qu'on est en train d'entreprendre depuis quelques années et qui va continuer de façon exponentielle, c'est ce qu'on appelle la mise en données du monde. Tout est mis en données. Le champ de bataille, les données économiques, les données industrielles, les données militaires, les données intimes, tout devient data parce que tout est ressource pour en faire derrière de l'information stratégique. Le passage d'une data brute à de l'information stratégique, c'est l'algorithme qui l'a fait, avec tous les biais, volontaires ou involontaires d'ailleurs, que j'évoquais. Sur la guerre ou dans un champ de bataille, c'est éminemment important parce que à partir de toutes les datas, la cognition humaine aujourd'hui ne permet plus du tout d'absorber les volumes immensément gigantesques de données disponibles. Donc, vous avez besoin de ces outils-là pour traiter, pour métaboliser ces données, pour en faire de l'information stratégique. Et ça peut être très intéressant si, et seulement si, l'humain reste sur la boucle. Donc la dualité de la technologie fait que toutes ces technologies-là, ou ces briques-là de
des technologies de l'hypervitesse, et j'emprunte ça d'ailleurs à Paul Virilio, qui était le grand philosophe de l'accélération. En tout cas, c'est comme ça que moi je les baptise. Elles sont duales, donc elles vous concernent comme citoyen quand on parle de désinformation, quand on fait face à des opérations de déstabilisation, de lutte informationnelle. Est-ce que vous avez... c'est intéressant qu'on ait cette discussion ce soir, parce que là, on vient de sortir de la séquence... et vous m'arrêtez, Stéphane, hein, si mon tunnel devient trop long. Non, tout va bien pour l'instant. Mais on sort de la séquence roumaine quand même. Je ne sais pas si vous l'aviez suivi, là, ces quelques semaines. Vous avez donc les élections qui se préparaient, qui ont eu lieu. Et tout d'un coup, vous avez Georgescu, qui est le candidat d'extrême droite, qui cartonne, sorti de à peu près nulle part. Et sans avoir fait forcément et fondamentalement une campagne physique traditionnelle classique, c'est-à-dire des meetings, c'est-à-dire un quadrillage, c'est-à-dire du recrutement, etc. Il a popé, il est apparu depuis et à travers et via essentiellement TikTok. Et donc, ça a commencé à étonner beaucoup les institutions roumaines qui ont commencé à regarder un tout petit peu plus précisément ce qui se passait sur TikTok. Et en effet, on a fini par identifier 25 000 comptes qui avaient des comportements, disons, de ce qu'on appelle des opérations inauthentiques et coordonnées. En gros, des faux comptes, des faux profils, ou en tout cas des stratégies coordonnées pour faire monter par l'algorithme, mais aussi par un maillage d'influenceurs, mais aussi par des activistes, mais aussi par des faux comptes, mais aussi par des bots, ce qui s'est passé. Après, la question est éminemment complexe donc ça a été invalidé. Le premier tour a été invalidé. Mais ça pose plusieurs questions, cet exemple. Ça pose la question de quand on est en démocratie, qui est responsable? Parce que TikTok, eux, quand ils ont été auditionnés suite à ça, la semaine dernière, ils disent nous, on a modéré. Dans les 24 heures, quand on a compris qu'il y avait cette campagne coordonnée, on a supprimé des comptes. C'est pas qu'on n'a rien fait. Comment vous prouvez la bonne foi? Oui, non. Est-ce qu'ils ont bien fait, assez vite fait? Comment est-ce qu'on trouve le chemin de droit? Ça, c'est la première difficulté qu'on a. Parce que dans les stratégies de désinformation, quand elles sont géopolitiques, c'est extrêmement difficile, souvent, pas toujours, mais parce que c'est de plus en plus assumé d'ailleurs, mais souvent c'est difficile de retracer, de savoir d'où vient, où est, ou qui est le donneur d'ordre initial. Retracer la chaîne. Donc ça, c'est le premier dilemme quand on est en démocratie. Et puis le deuxième, c'est que c'est trop facile de dire c'est la technologie, c'est TikTok, c'est les réseaux sociaux, c'est la désinformation, en l'occurrence russe, très possiblement, très probablement. Pourquoi? Parce que comment, toujours en démocratie, et c'est le deuxième paradoxe ou le deuxième dilemme qu'on va avoir, comment vous prouvez que c'est l'algorithme et TikTok qui a vraiment influencé quelqu'un, ou est-ce qu'à un moment donné, les votes ont été faits en leur âme et conscience? Où est-ce qu'on trouve cette ligne entre la responsabilité technologique et juste une véritable adhésion des électeurs? Comment vous mettez cette frontière? C'est littéralement impossible. Ou alors on n'est plus en démocratie. Et donc voilà les nouveaux casse-têtes qu'on a face à nous. Et c'est parce que nous avons ces casse-têtes-là, ces dilemmes démocratiques, que nos compétiteurs ont un avantage. Parce qu'ils viennent pile, véritablement dans nos failles de système, dans nos fatigues, dans nos passivités, dans nos conforts. Et ils s'immiscent pour distiller le doute, le chaos, la confusion, à bas bruit et sur du temps très long. Les stratégies de lutte informationnelle et d'influence se jouent sur le temps long. Ce n'est pas à coup de 1 ou 2 messages. C'est ce qu'on appelle la stratégie marteau. On va marteler de façon subreptice un message. La défiance dans les institutions, tous pourris, la démocratie ne marche pas, regardez les gars du système. Vous connaissez tous ces récits-là qui sont véhiculés. Et on matraque. Et puis ça grossit. Et puis on les amplifie. C'est ça la désinformation. Et puis derrière, c'est récupéré par les médias mainstream. Donc ça blanchit. Et donc, ça devient une norme, un prêt-à-penser,
une vérité. Et c'est là où on a un problème. Et c'est cette vigilance-là, de nous tous, de chacun face à son écran, que l'on doit absolument, si vous voulez, éveiller, activer, ne jamais oublier. Quand vous êtes derrière un écran, que ce soit un écran de travail ou un écran personnel, un smartphone, vous êtes un civil, mais en fait vous êtes aussi, désormais, un combattant ou une combattante, un cybercombattant ou une cybercombattante de fait, que vous le vouliez ou non. Et donc c'est cette conscience-là de l'usage de l'information, ou son corollaire, la désinformation, qu'il faut faire entrer comme nouveau réflexe civique et citoyen, ça c'est fondamental. Asma, trois questions. La première, j'ai envie de vous demander quels sont ces nouveaux acteurs. Il y a très certainement les cybercriminels, bien sûr, mais pas que. Évidemment, pas que. Donc il y a... Alors, le cyberespace, vous voyez ce que c'est cette chose un peu bizarre qui est ce 5e domaine de la conflictualité, je le disais, qui était censé être transfrontalier et en fait qui ne l'est pas tellement. Et vous avez des pays comme la Russie ou la Chine qui ont développé leur propre écosystème de façon plus ou moins d'ailleurs aboutie. La Chine dans son écosystème complètement indépendant ou pratiquement, et la Russie, elle a développé ce qu'on appelle le RUNET, donc c'est la couche supérieure du cyberespace, mais en étant toujours dépendante des couches basses du cyberespace, les réseaux, les satellites, les câbles, etc. Bon. Avec un enjeu, et c'est très intéressant à l'avoir en tête, c'est pas la souveraineté technologique comme on l'appelle ici. C'était pas ça leur sujet. Quand Poutine revient au pouvoir à partir de 2012 et avec une vraie accélération à partir de 2019, il se dit pas tiens ma souveraineté technologique, il faut absolument que j'ai mes startups et mes écosystèmes. Non, c'est pas ça qu'il dit. Il se dit il faut absolument que je développe la couche haute, celle des interfaces, celle des réseaux sociaux, pour développer ma souveraineté. Je le cite. Ma souveraineté informationnelle. Garder le contrôle de l'information vers mon peuple. Je crée ma bulle et j'attaque les compétiteurs dans leur système, dans leur bulle. Et c'est ça, en fait, qui s'est passé. Donc, en acteur, vous avez les États, vous avez les services de renseignement, vous avez des groupes cybercriminels, vraiment, vous savez, les rançongiciels de base, la petite à échelle du monde et à échelle des gigantismes, la petite cyberattaque avec une petite rançon. Donc les gars qui sont juste là pour récupérer du délit, quoi, du crime, mais qui deviennent acteurs, et ça on l'a vu pendant la guerre d'Ukraine, qui deviennent acteurs de la désinformation, qui se joue d'ailleurs sur un continuum. Il ne faut pas que j'oublie d'y revenir sur ça, et qui prêtent allégeance à une cause. Une cause ukrainienne, la cause russe, la cause iranienne, la cause de je ne sais pas quoi. Bref, des cybercriminels qui se sédimentent autour d'une cause. Et qui donc vont, et c'est là où j'en viens à mon écosystème, donc vous avez une faune et une flore. Vous avez aussi les géants technologiques, bien entendu, à qui on va demander de prendre le rôle de modérateur. YouTube, Snapchat, TikTok que je venais d'évoquer, Twitter, l'inénarrable Twitter et X Twitter et Elon Musk. Juste sur la question de la désinformation, c'est très intéressant. Le cas X est éminemment symptomatique de ce qui se passe. Vous avez là un réseau social où se joue l'agenda politique et géopolitique des médias et des grands, des chefs d'État de ce monde globalement. C'est là où vous allez avoir les premières annonces, les félicitations, les coups les bras de fer, les machins, etc. Bon, c'est devenu un réflexe diplomatique et politique, Twitter, d'accord ? Et donc voilà un espace public, parce que c'est ça que c'est une infrastructure d'utilité publique, c'est un espace public, qu'on le veuille ou non, puisque tout le monde s'inscrit et peut y aller pour y mettre ce qu'il veut, qui est en fait un espace privé. Puisque c'est une entreprise qui rend des comptes à elle-même, puisqu'elle est sortie de la cote par Elon Musk. Et voilà que, tout d'un coup, ce Elon Musk devient un acteur, non pas simplement géopolitique ou économique, ou militaire, ce qu'il était déjà. Starlink en Ukraine, etc. SpaceX. Non, qui devient un acteur idéologique, qui transforme un espace public, qui est en fait une boîte privée, en rampe de lancement
de ses idées, de ses combats politiques de façon extrêmement assumée en bidouillant l'algorithme, en demandant explicitement à ce que l'algorithme donne beaucoup plus de visibilité à ses propres tweets et à toute la galaxie MAGA. MAGA, Make America Great Again, c'est tout l'écosystème autour de Trump. Et quelques jours avant le 5 novembre, avant les élections, le Wall Street Journal va faire une révélation documentée. Donc il n'y a pas de complotisme là-dedans. Et qui va expliquer que Elon Musk était en fait, à partir de septembre 2022, essentiellement, c'est une des dates qu'il donne, en contact avec le Kremlin. Et concomitamment, à septembre 2022, il s'est passé 2 choses sur lesquelles Elon Musk, d'ailleurs, refuse de s'exprimer. La première, c'est que on va avoir tout le débat sur Elon Musk qui ne veut plus donner accès à Starlink. Vous vous souvenez de ce moment où à un moment donné, Elon Musk va dire « Mais en fait, moi, je n'ai pas fait Starlink pour la guerre, c'était pas pensé comme ça, puis et puis il faut payer, le Pentagone n'a pas payé, les Ukrainiens ils n'ont pas payé, et je ne suis pas content. » Il va finir par continuer à donner l'accès parce qu'il n'est pas seul et parce que quand on est sur un champ de guerre et qu'on travaille avec le Pentagone, on n'est pas le seul à décider. Mais n'empêche qu'il va vraiment freiner à ce moment-là des cas de fer. Et puis surtout, au fur et à mesure, on va le voir se radicaliser littéralement sous nos yeux, on va voir concomitamment une explosion de la désinformation et notamment en provenance de bots et de comptes russes ou pro-russes ou anti-ukrainiens, etc. Donc ce que j'essaie de dire, c'est que la désinformation n'est pas un petit sujet. C'est un sujet systémique et il devient systémique parce que les infrastructures technologiques sont systèmes. Un réseau social n'est pas un réseau social, c'est une infra. Et le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que c'est une infra qui est privée. Donc sur lequel nous, citoyens, n'avons aucun droit de regard. Aucun. Et quand on fait le Digital Service Act, par exemple, au niveau de l'Union européenne, pour dire, en fait, les gars, on a 40 ans de retard en termes de souveraineté technologique. Donc, OK, au sein de nos frontières, vous, acteurs extra-communautaires, vous, Google, vous, Amazon, vous, TikTok, vous, Alibaba, vous, Huawei, ou vous, Elon Musk, X, vous allez respecter au sein de nos frontières nos règles et nos valeurs. L'intention est très bonne. Difficile de dire que l'intention n'est pas bonne. Le problème, c'est un problème de mise en œuvre. Le problème, c'est que vous avez un temps institutionnel, une bureaucratie telle qu'en fait, entre le moment où vous avez dit j'ai un problème et le moment où c'est résolu, il y a un décalage terrible parce que le temps technologique, je le disais donc en introduction, c'est le temps de l'hypervitesse. Les modèles économiques des réseaux sociaux, la viralité, c'est quelques secondes. C'est quelques secondes quand une vidéo devient virale, si elle le devient, si elle doit le devenir. Ce n'est pas 3 ans, ce n'est pas 5 ans d'instruction. Ce n'est pas l'amende au bout qui va dissuader. Donc nous avons un problème énorme qui est un problème de gouvernance de ces nouveaux espaces et de ces nouveaux acteurs. Donc acteurs, c'est géants technologiques, c'est cybercriminels, c'est les services de renseignement et c'est tous les groupes para-étatiques. Par exemple, c'était l'IRA en Russie, l'Internet Research Agency, qui était dans l'écosystème et dans la galaxie Prigogine. Wagner, c'était les mercenaires physiques, et l'IRA, c'était les mercenaires cyber, de l'information. Et là encore, c'est à la fois inédit et pas si inédit. C'est en fait la mondialisation aussi qui a mondialisé aussi la guerre, les nouvelles conflictualités, le mercenariat aussi. Et donc on retrouve ces mêmes dynamiques dans le cyberespace d'une certaine façon. Alors Asma, j'aimerais que l'on s'intéresse peut-être aussi aux dirigeants d'entreprise qui sont face à vous. Quels sont aussi peut-être les nouveaux liens qu'il y a avec les entreprises? Est-ce qu'elles sont aujourd'hui de véritables cibles, parfois prioritaires? Elles sont absolument des cibles et en fonction de votre... Évidemment, si on dit c'est dual, si on dit que qu'on fait feu de tout bois pour déstabiliser un secteur, une économie, une région, un pays, évidemment que donc, ce qui tient la cohésion d'une nation, je le crois profondément,
et je ne suis pas du tout en train de vous passer la pommade parce que je le crois vraiment et je le crois de plus en plus, c'est vous. Tout à l'heure, en propos introductifs, on disait, mais les responsables politiques qu'on a, la guerre des égos, le spectacle qu'on a actuellement, et il est clair, il semble évident que notre cohésion nationale n'est pas en train de se faire à ce niveau-là. Qui tient véritablement le pays? C'est-à-dire le travail, le lien, les écosystèmes locaux, la vivacité, l'innovation. C'est notre tissu industriel d'entrepreneurs, quelle que soit la taille d'ailleurs, quelle que soit la taille. Et donc, évidemment que vous devenez des cibles dès l'instant où vous êtes des garde-fous, dès l'instant où vous êtes des garants de notre vivre ensemble et de la cohésion, dès l'instant où vous devenez la dernière ligne de front. Ça, c'est clair. Et le deuxième élément de réponse, c'est que selon votre secteur, plus vous êtes sur une place ou un tronçon ou une chaîne stratégique, plus évidemment vous devenez une cible. Et puis enfin, troisième élément de réponse, c'est le continuum entre cyberattaque et guerre informationnelle. Souvent, vous allez avoir quelque chose qu'on voit de plus en plus apparaître. Tout à l'heure, je disais la petite cyberattaque. Ce n'était pas du tout pour la minimiser en importance, mais par exemple, vous savez, les dénis de service, les DDoS, on va vraiment saturer votre serveur et tout d'un coup, bam, votre site internet, vos liens, vos services en ligne ne sont plus du tout accessibles. Vous pouvez retrouver... Déjà, vous avez des pertes de chiffre d'affaires, ça déstabilise énormément, ça crée du bazar, mais en plus, c'est très difficile à gérer logistiquement, mais au bout de quelques heures ou quelques jours, vous pouvez retrouver vos services, quand c'est des DDoS simples. Mais l'enjeu d'un déni de service, ce qu'on a observé, c'est pas forcément que vous n'ayez plus accès, pas du tout. C'est que derrière ça, cette attaque-là cyber devient l'objet derrière est recyclé comme axe narratif de campagne de désinformation. Regardez, leur site ne marche pas. Ce qu'on avait vu, c'était les aéroports à un moment donné aux États-Unis. Ils avaient reçu des attaques comme ça, des DDoS. Ils n'ont plus fonctionné pendant quelques heures. Et derrière, ça vous sert de narratif par des groupes cybercriminels qui ont prêté allégeance. C'était le groupe Killnet, une côté russe, qui avait donc prêté allégeance à la cause russe et qui donc avait fait cette cyberattaque pour derrière dérouler le narratif de « regardez, ils sont fragiles, ils sont vulnérables, donc on peut attaquer ». C'est le sang, c'est l'odeur du sang. C'est aussi banal et basique et primaire et trivial que ça. Vous envoyez le signal que vous êtes attaquable. Et donc, cyberdéfense, cybersécurité, lutte informationnelle, c'est le même sujet, c'est le même enjeu. Et donc, il y a toute une question derrière de comment est-ce que vous êtes robuste, comment vous êtes accompagné, la mise à jour de vos systèmes d'information, ça c'est fondamental. Et puis après le monitoring sur les questions réputationnelles. Et tout ça fait système, et tout ça est le même sujet, parce que vous avez vos activités physiques, mais maintenant vous avez toutes vos activités cyber, celles du cyberespace. Parce qu'encore une fois, tout ça est dual, est en miroir. Et vous n'êtes pas simplement dans le monde réel. Vous avez aussi une présence ou une vulnérabilité dans le monde du cyberespace. Et c'est cette conscience-là aussi qu'il faut avoir en tête. Alors Asma, on vous écouterait vraiment parler très longuement. Il va falloir que l'on referme un peu cette première partie de plénière. Juste sur un mot, on entend beaucoup, et surtout en Bretagne, le mot souveraineté. Oui. On parle de souveraineté alimentaire, on parle de souveraineté numérique, on parle de souveraineté environnementale. Il faut plus que jamais, selon vous, parler de souveraineté technologique. Évidemment, c'est l'une des souverainetés principales. Alors, il se trouve que vous êtes à Rennes, et qu'on est à Rennes ce soir, donc vous avez un écosystème extraordinairement dynamique. Et un pôle cyber vraiment qui a été Absolument. Fortement voulu par Jean-Yves Le Drian.
et à préserver, mais comme la prunelle de vos et de nos yeux, ça c'est clair et net. Donc il y a ce bassin et sur lequel il peut y avoir beaucoup d'allers-retours avec le monde civil, avec les entreprises, etc. Donc c'est quelque chose, c'est des ponts à développer au maximum sur lesquels il ne faut avoir aucune réticence, je crois fondamentalement. Et la souveraineté technologique va être un de nos enjeux premiers parce que la technologie n'est pas un outil, ce sont des infrastructures. Et qu'aujourd'hui elles sont soit américaines, soit chinoises. Et là on a un problème. Quand on voit qu'aux États-Unis aujourd'hui, d'ailleurs, alors, je termine là-dessus, mais je vais être un peu lente et un peu laborieuse parce que je ne sais plus qui l'a dit. Je ne sais plus qui l'a dit, vous retrouverez la citation, mais il disait « Les États-Unis sont très dangereux quand c'est votre compétiteur et votre adversaire, mais quand il est votre allié, c'est fatal. » Et ça, il faut faire très attention à ça. Asma Bala, on peut vous applaudir vraiment grandement. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Asma, d'avoir été avec nous et d'avoir vraiment superbement lancé cette plénière. Nous allons passer au deuxième temps de cette soirée. Merci de poursuivre avec nous ce rendez-vous autour de cette fameuse désinformation. La seconde thématique va envisager une véritable ronde et je vous demande une table ronde et je vous demande d'accueillir autour de l'information force et faiblesse de nos PME ETI. Je vous demande d'accueillir Jean-Philippe Priant, consultant risque et intelligence artificielle, officier de réserve, pôle d'excellence cyber et enseignant en communication à Paris 3. On peut vous applaudir. Merci à vous, Jean-Philippe. Alban Ondrejek, qui est le cofondateur et directeur général de Another Way. Merci à vous, Alban, de nous rejoindre pour cette table ronde autour de cette information force et faiblesse de nos PME. Merci à mon éminent confrère François-Xavier Lefranc, président du directoire de Ouest France. François-Xavier, merci pour cette présence, tout comme celle de Jean-Nicolas Robin, avocat spécialiste du droit du numérique. Et puis, Gwendal Chevalier, merci à vous, vous représentez, on va dire, le ministère de l'Intérieur ce soir. Et on a bien évidemment beaucoup de questions à vous poser. J'aimerais vous entendre tous les 5, allez, 20 secondes chacun, sur ce que vous avez surtout retenu comme totem fort, un peu les balises fondamentales d'Asma. Jean-Philippe. Moi, j'ai été sensible à la question de fond qui est de savoir si on doit considérer que les citoyens sont des gens à protéger ou si ils sont un petit peu réservistes permanents comme en Suisse et qu'on doit finalement les former, ils doivent être en résistance. J'aime bien l'idée en fait que finalement on a une responsabilité individuelle face à l'information qu'on consomme et à ce qu'on va en faire pour par exemple en parler autour de soi ou cliquer sur forward ou ne serait-ce même que mettre un commentaire. Je pense que vous êtes tous sur LinkedIn, peut-être vous voyez des messages de plus en plus clivants. Et on commente, et le fait de commenter, c'est un acte. Est-ce qu'on doit le faire, est-ce qu'on ne doit pas le faire? J'aime bien ça, et c'est ce que j'ai retenu, moi, d'Asma. Alban. Oui, quant à moi, c'est plutôt la massification, l'ampleur du phénomène. La massification des données fait que le phénomène est de plus en plus d'ampleur. Il existait avant, mais cette massification fait que ça s'amplifie grandement pour en reparler, mais c'est ce point que j'ai particulièrement retenu. Bien évidemment. François-Xavier. Eh bien, quand le droit est dépassé par les événements, quand la technologie et ceux qui la détiennent vont beaucoup plus vite que la constitution du droit et l'application du droit, c'est la démocratie qui est menacée. Et la description qu'en fait Asma Bala, qu'il faut lire, parce que son témoignage et ses livres sont saisissants, eh bien c'est très grave ce qui se passe actuellement. Et c'est aux éditions du Seuil. Jean-Nicolas. Oui, une réflexion peut-être pour aller dans le sens de ce qui a été dit tout à l'heure, en me disant qu'il y a un principe aussi fondamental qui est le fait de dire que mentir n'est pas pénalement répréhensible. Et que dans toute cette atmosphère, notre démocratie doit aussi accepter que tout un chacun puisse mentir. Et ça pose une vraie question de comment est-ce qu'on doit réglementer ces informations au-delà de la fausse désinformation qui peut nuire. Par contre. Vous êtes tous au fait de ces questions, y compris vous, Gwendal. Ouais, c'est le dernier après tout ce que vous avez dit. Moi, je vous rejoins tous là-dessus. Oui, c'est la caisse de résonance, c'est la rapidité. Ça a été dit pas mal de fois, c'est que ça va très très vite et qu'il faut réellement pas être naïf. On voit bien que derrière différents groupes, des États, il ne faut pas être naïf. Mais je rejoins un peu tous là-dessus.
Jean-Philippe Riant, je vais démarrer un petit peu avec vous parce que quand on pense désinformation, on la pense souvent géopolitique, on va penser aux grands États, on va penser aux Jeux Olympiques qui se sont déroulés magistralement chez nous en France. Mais au-delà de tout ça, plus que jamais, il faut s'intéresser aussi aux PME, PMI, ETI qui peuvent se retrouver aussi dans ce fameux œil du cyclone. Alors, j'attire votre attention si vous voulez en savoir plus sur ces questions et surtout avoir des retours d'expérience sur des opérations comme vous avez peut-être entendu parler de Portal Combat ou de Matryoshka. Intéressez-vous à Viginum, qui est un organisme, une agence ministérielle qui a vocation justement à instruire techniquement les opérations d'influence et de désinformation et de publier ce qui peut être publiable. Donc c'est intéressant à voir. J'ai le sentiment que, Asma l'a très bien dit, mais évidemment, il y a un contexte d'affrontement. Aujourd'hui, on cherche à créer de l'instabilité dans les démocraties, on cherche à créer de l'instabilité chez l'adversaire de manière générale. Cette instabilité-là, on la vit en ce moment. Vous en parliez très bien dans votre introduction. On est en pleine période d'instabilité et ça s'est alimenté par des discours qui sont des discours qui effectivement passent par les réseaux sociaux, mais pas que, et qui vont faire que on va à un moment être dans des situations où prévoir devient compliqué, où se faire confiance devient compliqué. Une anecdote par rapport à ça qui finalement me touche directement. Je suis consultant en ce moment dans une grande banque et donc je suis dans un open space fait d'ingénieurs qui font de la cyber et des risques. Et à un moment, on parlait de désinformation, on parlait même de la conférence d'aujourd'hui. On dit tiens, je vais faire ça, qu'est-ce que tu en penses, etc. Je discutais avec un collègue. Et puis à côté de moi, il y a quelqu'un, j'aurais jamais pu penser ça en fait, qui commence à me dire que ouais, mais enfin tout ça, c'est quand même, c'est pas sûr, et que finalement la désinformation, c'est peut-être quelque chose qu'on nous raconte pour nous faire croire que. Et puis est-ce que d'abord j'ai déjà réussi à avoir une étude qui prouve que les vaccins sont efficaces en double aveugle? Est-ce que je suis capable de lui montrer une étude? Et là, en fait, au-delà de cette question anti-vax et complotiste, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'un collègue de travail, avec ce niveau-là, en fait, puisse tenir ce genre de discours. Là où je pense que ça arrive dans nos entreprises, c'est que finalement, cette déstabilisation qu'on arrive à peu près à sentir au niveau démocratique, finalement, elle arrive jusque dans les cercles sociaux, dans les relations humaines qu'on peut avoir avec nos collègues de travail. Et ça, je pense que demain, ça pose des questions en fait, de confiance entre nous et de capacité à faire ensemble. Et ça, en tant que chef d'entreprise, pour avoir été chef d'entreprise, c'est un sujet. C'est-à-dire comment est-ce que mon équipe fait équipe. Ça, c'est un sujet. Et puis, je pense qu'il y a aussi... on parlait tout à l'heure de dualité, on parlait de civil et de militaire. Et entre le civil et le militaire, il y a la guerre économique. Et je pense que là, il y a quelque chose de très important, c'est qu'il faut être conscient qu'effectivement, et je crois qu'on aura une intervenante qui en parlera tout à l'heure, la question des dégâts d'image qui peuvent être faits sont des dégâts d'image qui sont très importants. Et là où, effectivement, à la fois la massification et la vitesse de propagation des informations font que on peut très rapidement nuire à la réputation d'une entreprise ou d'un de ses dirigeants. Je crois que c'est des sujets qui vont être abordés par la suite par mes collègues. Et évidemment, ça, c'est un vrai sujet. Et donc, il me semble important, quand on est patron, qu'il faut prendre le temps, il faut être conscient, tout simplement, de ce qu'on expose, de ce qu'on dit de nous, et être toujours en capacité de réagir rapidement à partir du moment où il commence à y avoir des signaux faibles. Donc il faut être sensible aux signaux faibles. Je vous donne juste un dernier petit élément. Il existe plein d'outils, et je pense que Alban en parlera aussi, mais j'ai fait l'essai avant de venir. Il y a une société, mais il y a plein d'autres solutions. Vous pouvez voir ce qui est exposé sur vous sur Internet. Donc effectivement, j'ai trouvé... tout simplement sur une interface comme ça, j'ai eu mon numéro de sécu, mon numéro de téléphone, j'ai eu tous les comptes auxquels je pouvais être abonné sur des services qui étaient des services assez classiques. Ça veut dire qu'il y avait quand même une grosse partie de mon pédigré qui était visible, quoi.
Donc ces informations-là, c'est des éléments qui nous concernent tous. Je pense que c'est quelque chose... Est-ce qu'on pourrait faire l'essai comme ça combien de fois vous avez tapé votre nom sur Google pour voir ce qui sortait, par exemple? Ça, c'est des éléments tout simples, mais qui sont effectivement le b.a.-ba en fait, d'une prise de conscience de ce qui peut nous concerner quand on commence à être au cœur de problématiques informationnelles. Voilà. Justement, Alban Drejec, vous dites souvent on nous connaît de mieux en mieux, et comme vient de le dire Jean-Philippe, pratiquement toutes les données sont connues. Ça fait un peu froid dans le dos, et c'est là que vous pouvez intervenir. Oui, on nous connaît de mieux en mieux. Alors, pour une petite anecdote, j'ai servi dans l'État il y a quelques années, quelques services, et dans ces années-là, c'était le Web 2.0. Certains vont sourire, c'était l'année des copains d'avant, des Viadeo, des Viaducs et compagnie, des Facebook et autres. Puis on commençait à voir tout le monde dire, bah tiens, moi mes centres d'intérêt c'est ça, voilà, j'ai 2 enfants, je suis jamais allé en Russie, j'aimerais aller en Russie, etc. Puis j'aimerais changer de travail, etc. On dit tiens, c'est intéressant. En fin de compte, les gens commencent à mettre des choses sur eux. Et en fin de compte, si on revient à la désinformation, pour désinformer quelqu'un, il faut déjà un peu connaître ses centres d'intérêt. Si je sais qu'il a des sujets écologistes, si je sais qu'il est voilà, pour tel ou tel parti, etc., je vais pouvoir m'inspirer en fin de compte de ce qu'il est, de ce qu'il croit déjà à la base, pour pouvoir avoir un peu renforcer un peu sa croyance et pouvoir adapter mon message. Et on s'aperçoit que Asma en parlait tout à l'heure, et on va revenir juste un petit peu après, mais c'est quand on a toutes ces fuites de données, vous avez entendu parler de Noroto, Free, Boulanger, Cultura, j'en passe et des meilleurs, quand on a ces rançongiciels ou ransomware qui attaquent les entreprises, qui vont se nourrir aussi de données, toutes ces données aussi vont alimenter en fin de compte la connaissance que l'on a sur nous déjà, individus, et aussi vous en tant qu'individu et dirigeant de société. Je prends un exemple. Il y avait une fuite assez connue, alors ça peut peut-être faire sourire pas mal de monde, mais Ashley Madison. Ashley Madison, c'était une sorte de site pour en fin de compte, un site de rencontre. Lors d'un conseil d'administration, un comité de direction, pardon. Voilà, et le RSSI dit voilà, écoutez, il y a une fuite de données, vous êtes dans les fuites de données, vos mails professionnels sont dans les fuites de données, on a votre mot de passe, etc. Bon, quel site? Ashley Madison, très bien. Sauf que le patron avait autour de la table son beau-fils, son gendre. Et il a appris en séance que le gendre trompait sa propre fille. Voilà. Donc c'est un petit peu déstabilisé l'entreprise. Et je vous en passe d'autres. Mais lorsqu'on a des choses sur vous qui peuvent vous déstabiliser, forcément ça va créer de la déstabilisation ou de la désinformation. Je prends aussi d'autres exemples qui étaient un peu plus géopolitiques, mais qui concernent aussi des entreprises. Des ransomware, par exemple. Au début de l'invasion de la Russie en Ukraine, il s'avère qu'un des groupes ayant fait allégeance à la Russie dit « Regardez, j'ai une liste, avec un Excel, de méchants Français travaillant, de méchants ingénieurs français travaillant pour le sol de l'armée de l'air ukrainienne, et puis ils ont mis une photo de moteur à côté d'avion. En l'occurrence, on faisait un Google Reverse, c'était un moteur d'Antonov. Et ce qui était intéressant, parce que c'est notre sujet, nous, c'est de voir un petit peu ce que les pirates, automatiquement, avec nos logiciels, voient de vous, ce qui se passe sur le dark web, etc. On s'est dit, mais cette liste d'ingénieurs, en fin de compte, on l'a vu quelque part. Cette liste d'ingénieurs, en fin de compte, provenait de données qui avaient été volées par un rançongiciel quelques mois plus tôt à un concessionnaire automobile au sud de Paris. Donc les personnes visées, sur lesquelles on disait, tapez-les, ce sont des méchants Français qui sont en Ukraine, c'était juste des commerciaux d'une concession Peugeot dans le sud de Paris, et qui tapait du coup peut-être votre entreprise. Donc il faut avoir conscience en fin de compte que cette massification, comme disait Asma, des données, toute cette connaissance que l'on peut avoir va agrémenter la connaissance qu'on a de vous pour diffuser les bons messages, la possibilité aussi de rendre de plus en plus crédibles des faux profils, la possibilité bien évidemment aussi de pouvoir, un petit peu comme Facebook, etc. l'a fait, plus on capte de données sur vous, plus on fait de la publicité ciblée. Là, on va vous envoyer aussi des messages ciblés. On va pouvoir alimenter aussi, vous en parliez tout à l'heure, l'intelligence artificielle pour mieux vous connaître et mieux porter ce message et faire en sorte qu'il soit de plus en plus crédible. Et tout cela, Asma l'évoquait aussi,
vient de ce continuum entre la cyber et malheureusement l'impact réel, un impact réputationnel de désinformation physique ou autre, du homejacking, on en parlait, alors c'est pas de la désinformation, mais savoir votre adresse postale, on en vient au homejacking. Tout ce continuum arrive sur cette cybercriminalité hyper organisée, où certains vont capter la donnée, pas forcément pour en faire de la désinformation, vont capter de la donnée tout simplement pour la revendre à d'autres qui vont pouvoir ensuite s'en saisir pour faire différents impacts, dont de la désinformation. Et c'est là où il faut absolument, je prends sur le dernier point que Asma disait, justement, l'histoire de vitesse. Si vous êtes pris de court, si vous n'avez pas déjà fait l'effort de savoir ce qui est connu de vous, alors vous ne pouvez pas déjà commencer à prendre en compte cette information et vous saisir pour maîtriser le risque. Et puis même si ça arrive, vous ne pouvez même pas être au courant pour débunkériser ou pouvoir déjà préparer un communiqué de presse pour pouvoir un peu plus limiter l'impact. J'avais 2 chiffres, reprenez-moi s'ils ne sont pas bons. 51% des PME, PMI sont attaqués aujourd'hui et la rançon moyenne aujourd'hui tourne aux alentours de 120 000 euros. C'est bien ça ? Oui, même plus. Plus. A priori, après, ça dépend si on paye la rançon ou pas. Il y a aussi tout ce qui va être le coût justement d'arrêt de la production, etc. Mais c'est pour une PME, pour une TPE considérable. Et malheureusement, ça entraîne et ça a entraîné des fermetures d'entreprises. À vos côtés, François-Xavier Lefranc, président du directoire de Ouest France. François-Xavier, lorsque l'on parle de désinformation, il y a vraiment une différence qui est fondamentale entre un média comme le vôtre et les réseaux sociaux. Il y a une différence, un grand écart incroyable. Oui, la différence, elle est très simple. La Constitution en France prévoit que c'est la loi qui s'occupe de la liberté de la presse. Et la loi en question, c'est la loi de 1881, Troisième République, une loi qui a 143 ans, qui a été une très grande loi. Elle a permis 2 choses. Elle a permis le développement de médias libres et elle a permis la protection des citoyens devant les débordements éventuels des médias. C'est-à-dire que très concrètement, dans chaque média, il y a un directeur de la publication. Moi, je suis directeur de la publication d'Ouest France. Ça veut dire que si on insulte quelqu'un, par exemple, dans un article, que ce soit dans le journal, sur tous les supports numériques et sur l'ensemble de nos supports, et demain sur notre télévision, eh bien, je vais devant les juges et je suis condamné, et c'est très bien comme ça. Donc l'auteur de l'article est condamné, mais le directeur de l'application est condamné lui aussi. Les réseaux sociaux, c'est différent, puisque à la fin des années 90, aux États-Unis, il a été convenu, et on a, nous aussi, en Europe, accepté ça. Finalement, il a été convenu que les réseaux sociaux n'étaient pas responsables de ce qu'ils diffusaient. Ils n'étaient pas éditeurs, ils étaient diffuseurs. Ça veut dire quoi ? Il y a quelques semaines, il y avait le procès Samuel Paty à Paris. Et donc, toute cette affaire malheureuse a été rappelée. Et pendant la première journée, pendant presque une journée entière, les magistrats ont raconté comment les réseaux sociaux ont diffusé, comment sur les réseaux sociaux ont été diffusées des menaces de mort, visant le professeur qui a finalement été assassiné, des vidéos. Dans plein d'affaires de terrorisme et les plus récentes, il y a toujours eu avant un travail de diffusion de menaces, de vidéos de menaces, de harcèlement pour nourrir ces actes terroristes. Et dans le tribunal, il n'y avait aucun représentant des réseaux sociaux. Ils n'étaient pas là. Ils n'étaient pas là parce qu'ils ne sont pas diffuseurs. Donc nos sociétés ont accepté ça, ce qui est absolument incroyable. Ça veut dire que cet espace conversationnel, qui pourrait être en plus un super outil démocratique, parce que moi je ne suis pas contre les réseaux sociaux. Je trouve que c'est extraordinaire que tout le monde puisse prendre la parole et parler à une masse de gens considérable. Mais il faut de l'éthique et il faut du droit. Or aujourd'hui, ce sont devenus des zones de non-droit. Nous, si on a quitté le réseau X, c'est pour cette raison. Ça a été rappelé tout à l'heure par Asma Malak, sur ce qui est devenu le réseau X, qui a, de mon point de vue, l'anonymat complet, une entreprise que moi je trouve nocive et dangereuse, je le dis, mais dont le propriétaire dit « je n'appliquerai pas le droit », et il le dit comme ça, hein. Quand il allait voir Thierry Breton à Bruxelles, il le regardait dans les yeux, il disait « je n'appliquerai pas le droit », et quand Thierry Breton lui disait « vous pourriez peut-être quand même essayer de modérer tous les messages qui passent sur votre plateforme », il répondait « je vois vraiment pas de quoi vous parlez ». Eh bien, cet homme, quand il est reçu à Paris comme quasi chef d'État, moi quand je le vois au 3e rang dans la cathédrale Notre-Dame en train d'admirer cette formidable cathédrale, et quand je l'entends une semaine avant expliquer qu'il ne faut aucun contrôle sur les réseaux sociaux, quand je le vois lui-même diffuser des fausses informations, il le fait sciemment, je pense que c'est un homme dangereux, et je suis sidéré
je tiens à le dire, de voir qu'autant de responsables politiques, de toutes les familles politiques, s'expriment en permanence sur Twitter. C'est pareil pour les journalistes. Donc nous, on a décidé d'arrêter. Il y a eu débat. Et je pense qu'on ne peut pas être pour l'information vraie. On ne peut pas vouloir se battre contre la désinformation. On ne peut pas pouvoir se battre contre la démocratie et nourrir la bête. Ça, c'est pas possible. Voilà. Donc on a fait ce choix-là. Alors, il y a beaucoup de chefs d'entreprise dans la salle. Moi, je suis à la tête d'un directoire où on traite ces questions-là en permanence. Si l'une des personnes dans la salle décidait de ne plus appliquer le droit, elle serait vite rattrapée par la patrouille. Mais là, Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, qui va jouer aujourd'hui un rôle politique extrêmement important, dit « je n'appliquerai pas le droit ». Et nous l'acceptons. Je ne sais pas s'il est trop tard, mais je pense qu'il est grand temps que chacune et chacun, là où il est, s'élève contre ça. Et je pense qu'il y a aujourd'hui un combat politique à mener, parce que sinon nos démocraties vont finir par terre. Ça a commencé. On a parlé de ce qui s'est passé en Roumanie l'autre jour. Nous, on a des élections importantes dans 2 ans. D'ici là, il y aura eu beaucoup de dégâts. Est-ce qu'on va continuer à accepter ça? Eh bien voilà. Je pense que c'est pas possible de continuer comme ça et il faut s'arrêter. Et je le redis, moi j'en veux beaucoup aux politiques de ne rien avoir à dire sur le sujet. Il y en a qui prennent le sujet à bras-le-corps. L'Europe a pris ça à bras-le-corps. Les réglementations du DSA, du DMA, c'est malgré tout des avancées. Les réglementations sur le respect des données, on le doit à l'Europe. Mais quand je vois autant de politiques, moi, à chaque fois que je vois des responsables politiques, je leur pose la question. Et la plupart du temps, c'est un non-sujet. Eh bien, c'est très grave. Je pense que c'est très grave. J'ai 2 questions avec une réponse rapide pour vous, François-Xavier. Au sorti du Covid, votre groupe a subi une attaque cyber. On a tenté de vous déstabiliser. Comment avez-vous fait face? En fait, on a subi ce que beaucoup de gens beaucoup d'entreprises connaissent, donc une attaque avec une demande de rançon. Je voudrais d'abord dire qu'on a pu mesurer à ce moment-là l'extraordinaire réseau de compétences dans des entreprises privées, dans des services de l'État, sur qui on a pu s'appuyer pour sortir de l'ornière, parce que je peux vous assurer que les premières heures, on se demandait si tout n'allait pas s'effondrer. Enfin, les premières heures, elles sont terribles. On n'a pas toutes les informations, et très vite, on a pu s'appuyer sur des services compétents. Je veux le dire, parce qu'en plus, il y a ici en Bretagne un réseau extraordinaire de compétences, et il faut vraiment s'en féliciter. Les services de l'État ont été là. Et puis surtout, une fois qu'on en est sorti, il nous a semblé important de témoigner. Donc Louis Echelard, qui présidait le directoire de Ouest France à l'époque, s'était exprimé publiquement pour expliquer ce qui s'était passé, pour aussi échanger toutes les informations qu'on avait avec un maximum de responsables d'entreprise, pour inciter tout le monde à prendre toutes les mesures de précaution en amont, à ne jamais céder aux demandes de rançon, à faire confiance aux spécialistes, et il y en a de très haut niveau. Donc c'est important de partager ça. Donc on en est sorti, mais depuis beaucoup d'attaques ont été menées. Je pense que c'est essentiel que les réseaux d'entreprises fonctionnent bien aux côtés des spécialistes pour prévenir ces choses-là. Et comme un trait d'union avec la thématique de la plénière de l'année passée sur l'intelligence artificielle, vous avez développé au sein même du groupe Ouest France, parce que vous avez des données d'information énormes et de grande qualité, vous avez souhaité les protéger en lançant pratiquement en interne un chat GPT estampillé Ouest France. Ouais, enfin, on a un certain nombre d'outils, on a des tests en cours, mais surtout, on s'est dit, et cette réflexion a été menée sur l'ensemble du groupe SIPA, de l'ensemble des sociétés du groupe SIPA, on s'est dit d'abord, l'intelligence artificielle, c'est des outils fabuleux, absolument fabuleux, qui vont nous aider à faire des choses, à mieux faire nos métiers, à condition que ces outils restent des outils, qu'on en garde évidemment la maîtrise et qu'on ne fasse pas n'importe quoi avec. Donc on a abordé le sujet de cette façon-là, et puis ensuite, comme tout le monde, on fait des tests, et puis on verra ce que donnent les tests, et puis quand les tests donnent des résultats, on les mettra en application. C'est une aide à faire notre métier. Si je prends le cas par exemple des journalistes, l'intelligence artificielle ne remplacera jamais les journalistes, et pour une bonne raison. C'est que le journaliste, c'est pas d'aligner les mots les uns après les autres, ça les machines savent le faire. Le journaliste, c'est d'avoir un esprit critique,
c'est d'être capable de faire des analyses, c'est d'être capable d'aller chercher des informations qui ne tombent pas, qui n'ont jamais été publiées. Or, l'IA, par principe, elle travaille une matière qui existe déjà. Voilà. Donc, mais en revanche, c'est un outil qui sera une aide aux journalistes et qui permettra de libérer du temps pour réinvestir ce temps sur le terrain. C'est-à-dire, je sais pas, aller voir les entreprises, aller rencontrer les professionnels, aller comprendre la vie, la vraie vie. Ça demande du temps, le journalisme. Eh bien, c'est ce temps-là qu'on va pouvoir préserver grâce à l'intelligence artificielle qui pourra assurer un certain nombre de tâches répétitives qui parfois demandent du temps et qui peuvent être faites très facilement. Aujourd'hui, si on veut traduire un texte, ça se fait facilement. Si on fait un résumé de texte, il n'y a pas besoin de journaliste pour ça. Il faut un journaliste pour relire, évidemment. Mais voilà, donc on va, comme tout le monde, essayer de tirer le meilleur de ces outils qui offrent de belles opportunités, qui sont aussi porteurs de menaces lourdes, voire existentielles. Il ne faut quand même pas non plus l'oublier, puisque ça peut être aussi des outils formidablement terrifiants de désinformation, de fabrique de fausses informations. Alors quand en plus ces outils-là sont utilisés par des responsables politiques, économiques, de très haut niveau, voilà, là on se dit que ça ne va pas. Donc il faut que tout ça soit régulé par le droit, par l'éthique, que ces outils-là restent des outils et qu'on essaie d'en tirer le meilleur. C'est ce qu'on essaie de faire. Alors, régulé par le droit, c'est justement la question qu'on a envie de vous poser. Maître Jean-Nicolas Robin, vous êtes avocat spécialiste du droit du numérique chez Avoxa. Le droit aide-t-il les entreprises à se prémunir de toutes ces attaques ? Alors, ce qui est vrai, c'est qu'il y a beaucoup à écrire. C'est vrai. Ce qui est vrai, c'est que l'Europe est vue comme l'autorité régulatrice, alors que l'innovation serait une innovation américaine. Bon. Mais ce qui est aussi vrai, c'est que j'étais pas né, et vous aussi, vous non plus plutôt, mais au 19e siècle, il y a eu déjà ces questions à propos de l'industrialisation, etc. Donc ces défis-là, on va réussir à réguler. Ce qui est vrai aussi, c'est que le droit fonctionne aussi pour la désinformation. Et ce qu'on a tendance à oublier, c'est que dans nos entreprises, notre force, c'est l'information, c'est aussi comment vous avez obtenu et comment vous véhiculez l'information. Et ça passe par le droit, ça passe par vos contrats, ça passe par la confiance avec vos partenaires, ça passe avec l'analyse de nos partenaires, etc. Et tout ce travail, c'est pas du contrôle, c'est de la vigilance vis-à-vis d'informations qui arriveraient et qui seraient des fausses informations. Typiquement, le RIB qu'on envoie par mail, c'est fini. C'était bien en 2000, c'était peut-être bien en 2010, je ne sais pas. En 2024, en 2025, avec les risques que l'on sait, les usurpations de RIB, etc., ce n'est plus possible. Nous, quand on est avocat et qu'on intervient en cyberattaque, qu'on nous dit on vient de se faire escroquer 200 000 €, comment ça s'est passé ? On a envoyé un mail et puis on n'a jamais reçu finalement le retour. C'est cette pratique qu'il faut changer. Voilà. Alors, qu'il faut changer quand on n'a pas encore eu la cyberattaque. Et puis quand on a eu cette fraude, quand on a été victime, parce que dans le parcours d'un entrepreneur, dans le parcours d'une entreprise, je pense que si je vous ai levé la main, il y en a beaucoup qui ont vécu, qui vivent ou qui vont vivre un incident de cybersécurité, donc une situation de désinformation. C'est là où il faut parler. Le témoignage qu'on vient d'entendre, il est assez exemplaire. C'est-à-dire, c'est pas une honte. On sait que ça va arriver. Vous savez, vous avez un incident dans un bâtiment, vous avez un incendie. Vous n'allez pas tout faire pour le cacher, vous allez communiquer, vous allez dire voilà ce qui m'est arrivé, voilà pourquoi mes employés sont au chômage partiel pendant quelques jours. Pour une cyberattaque, c'est la même chose. C'est-à-dire que pour une atteinte à l'information de la société, c'est la même chose. La première crainte d'une société, c'est le premier risque, c'est le risque de désinformation, d'atteinte à l'information. Donc, c'est d'en discuter. Effectivement, le 17 cyber qui va ouvrir le 18 décembre prochain, on appelle, on demande, il y a ces CIRT régionaux, donc il y a le CyberBrace qui existe, etc. On prend contact. Et ça, c'est quand on est en répression, sachant que ce qui a changé fondamentalement depuis les 5-6 dernières années, post-Covid, c'est la création de parquets spécialisés, de magistrats spécialisés. Et même s'il y a, je ne crois pas, de magistrats dans la salle, je peux vous dire que nous, on est souvent de l'autre côté de la barre, on est tout le temps de l'autre côté de la barre, on voit quand même une prise de connaissance de ces sujets par les magistrats. Et
on a des actions judiciaires, on a des actions non pas contre le grand cybercriminel biélorusse ou russe qu'on n'arrivera pas à avoir, mais des actions en responsabilité contre des partenaires qui n'ont pas bien été regardants sur la situation et qui ont laissé fuiter, contre des sous-traitants, contre des co-traitants, etc., etc. Ce que je veux dire par là, c'est que juridiquement, on ne va pas réinventer la roue. Il y a plein de choses qui fonctionnent déjà très bien. Vous connaissez toutes ces choses. Vous avez tous les ans un point avec votre assureur pour savoir votre RCP Pro, etc., etc. Mais la prochaine fois que vous avez ce point avec votre assureur, quand vous l'aurez au téléphone, vous lui demanderez « et ma cyberassurance ?» Et si demain j'ai une atteinte à l'information? Et si demain, et si lundi, quand j'arrive au travail, je ne peux plus allumer l'ordinateur? Qu'est-ce qu'on fait? Comment vous pouvez m'aider? Et comment mes conseils, mon expert comptable, mon avocat, mon expert cyber, si j'en ai un, peut m'aider pour que quand ça arrive, parce que ça va arriver, au moins j'ai une maturité un peu plus supérieure, je sache où et comment je peux réagir. Ça c'est, à mon avis, fondamental pour notre tissu économique. Les indemnisations sont faciles à obtenir ou pas? Ça dépend. C'est un peu ce que disait Alban tout à l'heure. Ça va dépendre de quoi on parle. Est-ce qu'on parle de l'indemnisation de la perte de chiffre d'affaires générée par l'arrêt des services? La doctrine aujourd'hui officielle et qu'on peut partager, c'est qu'on ne paye pas la rançon. Mais il y a des situations, vous savez, quand vous êtes conseil et on vous dit, moi, si je ne paye pas la rançon, si je ne paye pas les 25 000 € qu'on me demande, moi, je ferme la porte parce que je n'ai pas de serveur de sauvegarde, j'ai rien d'autre. Tout a été pris par mon cybercriminel. Donc, les cyberassurances sont en train de maturer, on n'a pas d'assureur ici, mais en tout cas c'est en train d'augmenter. Mais pour obtenir une cyberassurance, il faut avoir une première maturité technique, maturité organisationnelle, et puis forcément une maturité juridique. Si vous dites à votre assureur, moi je tape dans la main de tout le monde et ça va bien, il n'y a pas de problématique, tout se passe très bien. Là votre assureur va peut-être vous dire, il va falloir faire des contrats, faire des garanties, des clauses d'audit, enfin plein de choses techniques, pour s'assurer de quoi? Non pas pour mettre la défiance, mais pour se dire que demain, quand il se passera quelque chose, on aura une partie de notre bande passante qui sera préservée parce qu'on aura prévu un certain nombre d'éléments. Un prolongement, Jean-Philippe? Oui, là finalement, Jean-Nicolas parle beaucoup de cyber et il a raison. D'ailleurs, au pôle d'excellence cyber, je représente le groupe de travail sur la lutte contre la manipulation de l'information, au cœur finalement d'un organisme qui s'occupe de cybersécurité. J'ai l'impression que à un moment, on avait des directeurs informatiques, des responsables informatiques, et puis on leur a dit « Oulala, ça y est, maintenant qu'on est en réseau et qu'on est en réseau ouvert, il va falloir qu'on s'occupe de sécurité. » Et donc on a créé les RSSI, il a fallu qu'on s'occupe de sécurité informatique. Moi, ce que je voudrais vous laisser comme message ce soir, c'est que vous avez un responsable de la communication, il faut qu'il fasse la même bascule. Aujourd'hui, il diffuse, mais il faut aussi en fait qu'il soit conscient de tout ce qui se passe à l'extérieur et que finalement, vous soyez aussi en veille informationnelle sur ce qui se dit et surtout ce qui pourrait se dire. Si vous êtes en grosse négo d'un contrat, si vous êtes par exemple dans un syndicat pour répondre à un gros appel d'offres, vous êtes potentiellement une cible parce que ça a de la valeur pour faire tomber le contrat. Et donc, à ces moments-là, il va falloir que toutes vos équipes, et là, c'est pas que de la sécurité informatique, c'est du bon sens au niveau informationnel. Et donc, notamment, vos responsables de communication, marketing, vos directeurs commerciaux, soient tout à fait conscients de ce qui ne devrait pas pouvoir être exposé ou de ce qui pourrait être un plan, ce qui pourrait se passer de pire. Parce que souvent, en fait, en cybersécurité, le pire advient. Donc, c'est important, en tout cas, de s'y préparer et d'avoir un plan de retour, un plan de secours, un plan de reprise. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, discutez-en, vous-même déjà avec votre comité de direction et impliquez les responsables de la communication pour qu'ils soient les meilleurs veilleurs en fait, de ces questions-là. Wendal Chevalier, vous représentez le ministère de l'Intérieur. Vous avez envie de nous dire que peut-être l'information représente le nouvel or des PME, PMI, ETI ? Oui, tout à fait. Donc moi, au ministère de l'Intérieur, je suis dans un service un peu particulier qui va gérer au quotidien tout ce qui est contre-espionnage économique, guerre économique, ce genre de choses. Et on a beaucoup évoqué depuis le début de ce temps les aspects cyber. On entend ces aspects du numérique, de l'information qui est du numérique et aujourd'hui qui circule beaucoup. J'en reviens et j'en conviens absolument parce que beaucoup de nos données circulent sur les aspects numériques. Pour autant,
la discussion que je vais avoir avec mon collaborateur au café du coin, où on va se dire des choses. Quid? Je peux mettre tous les pare-feux, je peux mettre tout ce que je veux, il n'y a rien qui va le sécuriser. Moi, la guerre économique à Rennes, désolé allemand, si je veux la commencer, je la commence dans un café qui se situe au bout d'une ligne de métro. Moi, la guerre, je veux la commencer dans le café, pas pour essayer d'aller, hacker le Wi-Fi qui est au-dessus, mais juste en écoutant les collaborateurs. Donc moi, l'information, là on voit, il y a les différents termes, la désinformation et l'autre terme, force et faiblesse. Moi, je ne vais pas être sur le vent de la désinformation, bien que on se souvient du philosophe anglais Bacon, calomnier, il en restera toujours quelque chose. Ça fonctionne bien. C'est de se dire, quelle information je détiens. Ça rejoint un peu tous les propos. Quelle information je détiens. Et cette discussion, si je me la fais capter, mais quelles sont les conséquences? Et donc pour moi, cette richesse et cet or qui est possible, c'est de se dire, il va falloir que je sécurise, il va falloir que je qualifie. Toute l'information que vous détenez dans vos entreprises n'ont pas la même valeur. On est d'accord. Toutes les informations n'ont pas la même valeur, et n'ont pas la même valeur à un instant donné, mais à l'instant T plus 1, plus 2, plus 3, ce sera plus du tout la même valeur. Donc l'importance, c'est que chacune dans son entité, chacun à son poste, se dise « mais ça vaut quoi ce que j'ai là? Qu'est-ce qui se passe si à un moment on me capte, si on me vole, si on utilise cette donnée-là? Qu'est-ce qui se passe ? Il ne se passera rien, il se passera quelque chose, c'est grave. Est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis préparé à ça ou pas? Ça, c'est vraiment pour moi crucial que ce travail. Parce que l'information, oui, elle est sur nos numériques, oui, elle est sur nos réseaux, mais l'information, elle est vraiment protégée. Gwendal, il faut faire de la prévention, et à côté de cela, il faut agir vite, très vite. En cas d'attaque? En cas d'attaque. C'est ce qu'on dit depuis le début, ça va tellement vite qu'une donnée, elle est partie tellement rapidement que oui, il faudra agir vite, mais sauf que pour agir vite, il va falloir comprendre. Il va falloir comprendre, moi, au quotidien, quand je fais des sensibilisations, j'aime bien présenter un moment la propagation du virus WannaCry, donc un ransomware qui date de mai 2017. Je vous laisserai regarder l'histoire, elle est géniale parce qu'il y a de la géopolitique, il y a des Russes qui attaquent l'Ukraine en juin 2017, vous verrez, c'est super fun. On aurait peut-être juste douté d'un truc à l'époque. Et en fait, quand on regarde la propagation, en une demi-heure, la Terre entière est ciblée, c'était des serveurs Microsoft, et on se rend compte qu'une demi-heure, quand on a quelque chose qui ne fonctionne pas, ça passe tellement vite. Donc tant qu'on ne sera pas prêt, c'est gênant. Donc tous ces exercices-là, il faut les anticiper. Le message que vous avez peut-être envie de délivrer ce soir aussi aux dirigeantes et aux dirigeants de cette salle, c'est peut-être d'ores et déjà de mettre en place un véritable plan de crise. C'est indispensable. Je pense qu'à travers tous nos témoignages, à travers les propos introductifs... Je ne veux pas plomber l'ambiance, mais... C'est de se dire un moment, de toute façon, les probabilités, les risques, peu importe le terme que l'on emploiera, que ça arrive, sont quand même assez élevés. Et ça arrivera. Tout à l'heure, on parlait, moi je regardais des chiffres, à 18 mois, il y a une grande majorité des entreprises qui ont été victimes de ransomware tombent. Donc à un moment, c'est de se dire, ça va probablement arriver. Est-ce que je suis prêt ou pas? Est-ce qu'à un moment, et ça je vous pose vraiment une question, vous ne répondez pas tout de suite, vous répondrez, et réfléchissez pas à cette nuit, reposez-vous. Est-ce que si ce soir, ça tombe chez vous, vous êtes prêt à continuer avec un crayon et un papier? Et qu'est-ce que vous pourrez faire avec un crayon et un papier? Posez-vous la question. Si vous ne pouvez rien faire, essayez de réfléchir pour pouvoir faire au moins 2-3 petits trucs. Le crayon et le papier, c'est ça. Eh bien, en tout cas, merci. Je crois qu'on peut vraiment vous applaudir tous les 5. Jean-Philippe Crian, Alban Onderjek, François-Xavier Lefranc, Jean-Nicolas Robin et Gwendal Chevalier. Merci à vous 5 de nous avoir apporté votre éclairage très important sur ces forces et faiblesses dans les entreprises. Je vais demander au président Éric Challant-Belval et à Hugues Méli de venir me rejoindre sur cette très belle scène. C'était vraiment très riche ce soir. Oui, extrêmement riche. Un plateau avec plein de personnalités et de témoignages, je pense, qui pourront vous servir. Alors, il y a beaucoup de mots que j'ai notés, quelques phrases. Tout devient data, car tout est ressources. Ça, c'était intéressant sur la partie journalistique. Ce sont les entreprises qui tiennent véritablement le pays par sa vivacité, par leur vivacité et leur innovation.
Donc je pense que ce témoignage-là de notre intervenante était fort. L'odeur du sang qui attire quand on envoie le signal qu'on est attaquable. Donc attention à se préserver des signaux de faiblesse que l'on envoie. Il faut absolument ici sur notre territoire qu'on préserve notre pôle cyber comme la prunelle de nos yeux. Donc préservons cette richesse. Et puis j'ai retrouvé qui avait dit cette phrase les USA sont dangereux quand ils sont votre adversaire, mais c'est fatal si c'est votre allié. Eh bien, c'est Kissinger et il savait de quoi il parlait. Henry Kissinger. Voilà. 51% des PME sont attaquées et j'allais dire 100% le seront demain. N'oubliez jamais ça. Vous serez attaqués. La question, c'est quand. D'où l'importance de ce plan de crise qu'il faut absolument anticiper. Et être très pragmatique, Jean-Nicolas l'a dit, vous appelez votre assureur, vous lui demandez, et l'assurance pour la cyber, est-ce que tu peux me la donner? Parce qu'effectivement, je l'ai vécu, je peux vous le dire, au moment où on subit une attaque et qu'on appelle l'assureur, on découvre qu'on n'est pas couvert. Donc c'est vraiment, soyons dans la maintenance préventive sur le sujet. J'ai noté qu'en termes de cyber, souvent le pire advient. Ça rejoint ce qu'on vient de dire. Il n'y a pas que l'espace numérique qui est dangereux. Le café du bout de la ligne de métro est aussi très dangereux. Donc attention à pas seulement à ce que vous buvez au café, mais à ce que vous racontez. Enfin, les deux sont liés parfois. Et puis, et ça c'est véritablement, je l'ai vécu aussi, donc je peux vous le dire, que c'est la seule question à se poser quand on veut préserver les choses, c'est est-ce que je peux continuer dans mon entreprise à fonctionner si je suis cyberattaqué juste avec des papiers et des crayons. Je vous assure que c'est une réalité. Posez-vous vraiment bien cette question-là. Et puis que l'information, c'est un carburant pour les scuds d'informations qu'on peut recevoir. Voilà, donc il y avait bien d'autres témoignages formidables, mais en tout cas, j'ai retenu cela en vous écoutant. C'était une plénière vraiment très très intéressante et comme vous l'avez dit Stéphane, qui était en lien aussi avec ce qu'on s'est dit l'année dernière. L'année dernière. Vous allez nous donner vos mots de clôture dans un instant. Hugues Mély, vice-président du MEDEF 35, je n'oublie pas que vous êtes le président aussi de ce très beau groupe Nidji, vraiment qui essaime à travers la France, qui pousse les frontières également de l'Hexagone. Vous avez retenu quoi de cette fin d'après-midi vraiment passionnante par la richesse des témoignages et de la table ronde? Alors, je ne vais pas paraphraser tout ce qui a déjà été dit. Moi, j'ai beaucoup aimé cette idée de souveraineté informationnelle, et de distinguo entre ce qu'on considère souvent par défaut être la souveraineté technologique. On parle beaucoup de la souveraineté technologique de l'Europe. Personnellement, je vous livre un petit secret, je n'y crois pas, je n'y crois plus. Je pense que les carottes sont cuites. Je pense que les leaders des infrastructures technologiques de notre monde sont ailleurs qu'en Europe, c'est clair. En revanche, parvenir à conserver la souveraineté informationnelle, la souveraineté par la donnée, la souveraineté par la puissance fonctionnelle que cette donnée correctement traitée peut nous apporter, ça oui, et c'est ça qui doit être notre bataille. Et on doit libérer l'énergie d'une bataille qui est perdue pour moi sur la souveraineté des infrastructures technologiques pour aller vers la souveraineté informationnelle. Donc cette nuance qu'Asma Mala nous a apportée, moi je la trouve extrêmement intéressante, source d'action et d'inflexion sur nos actions. Après, les débats m'ont éveillé deux questions plus prospectives, puisque c'est un peu le sujet de ma délégation auprès d'Éric. Premier thème, de la sensibilisation à l'expertise en passant par l'éducation, ou de la petite école à l'enseignement supérieur, en passant par le secondaire. Qu'attend-on? Que fait-on? Quand et comment et à quel prix accélère-t-on la mutation de cet univers pour que les gamins, les jeunes, les ados soient éduqués, formés à tous ces sujets et apportent progressivement dans les organismes et les entreprises qu'ils rejoindront la conscience, la méthode pour appréhender tout ce dont on a parlé ce soir. Donc c'est une question qui n'a pas été évoquée en tant que telle, mais que je pose sur la table. Et j'en pose une deuxième, qui n'a été qu'effleurée, je pense, ce soir,
c'est la question, pardonnez-moi, des pépettes, la question des finances. Tout ça, ça coûte énormément d'argent. Tout ça, et ça a été dit, ça peut porter de graves préjudices aux entreprises. Ça peut aller jusqu'à atteindre la valorisation des entreprises, donc à quelque part leur pérennité dans un système dont on sait qu'il est de plus en plus financier. Et ça pose aussi la question de savoir comment les parties prenantes de l'entreprise dans cet univers de la finance, je pense à ses partenaires bancaires, je pense, lorsque c'est le cas, à ses partenaires du capital investissement, je pense à ses commissaires aux comptes, je pense à ses comptables, comment toutes ces parties prenantes, essentielles dans la vie d'une entreprise, appréhendent ce sujet de l'impact de la gestion de l'information sur la dimension financière, finalement, liée au monde économique. Mais en tout cas, merci pour ce résumé. Hugues Mély, regardez, Président, il nous reste 3 minutes 15. On s'était engagé à rester dans 1h30 d'échange. Vos mots de conclusion, Président Challant-Belval? Eh bien, je ferai le pont avec mes propos introductifs qui étaient volontairement très militants. Je dirais qu'il faut que nous réussissions à retrouver une vision commune, un cap clair. Évidemment, là, je m'adresse plutôt à celui ou celle qui sera nommé dans les heures qui viennent. Notre responsabilité collective, c'est de bâtir une société qui favorise l'esprit d'entreprendre, la création d'emplois, ça aussi c'est notre responsabilité collective, et puis la prospérité pour tous. Et j'aimerais juste terminer par les mots d'Asma qui nous a dit, ce sont les entreprises qui tiennent véritablement le pays. Soyez fiers de vous, nous faisons le pays au quotidien et on sera là pour que ce pays ne se casse pas la figure. Merci, Président Éric Challant-Belval. Par vos applaudissements, on va remercier l'ensemble des intervenants de cette plénière 2024 autour de la désinformation. Bien évidemment, les échanges se poursuivent au cocktail sur les musiques de DJ Pofowski, comme chaque année. Merci, vraiment, c'était un honneur d'être parmi vous encore cette année. Merci à vous.